vous tout de suite. Le débat d'e-télé, on ne va pas se mentir, débat avec le sourire, mais sans langue de bois. On va revenir sur les grands thèmes de l'actualité, les otages, la motion de censure et puis les adieux de Jérôme Cahuzac. À tout de suite. Dis donc, ils ont du flegme les Anglais, mais là, on va droit au clash, hein. Oh, shocking! La série Renault Limited, elle est so raffinée. Because le régulateur limiteur de vitesse. Aide au parking arrière, perfect pour se garer dans la city. Royal. Ce volant à gauche, il fallait y penser. I'm sorry pour nos amis anglais, mais en ce moment, c'est la French Touch chez Renault. Renault Laguna Limited DCI suréquipé est à 18 990 €. La touche française. Allô, arrêt fenêtre garantie à vie. Oui, c'est vrai. Et en plus, pour l'anniversaire, jusqu'à moins 25%. Et ça, c'est unique. Arrêt fenêtre, l'art d'être unique. May the gods be with us, and we shall overcome Spartacus! Excusez-moi, c'est un film, c'est une série, c'est génial, j'adore. I Am Norman, elle fait des vidéos sur Internet. Fighting position! C'est qui Jean-Paul? C'est toi Jean-Paul? Tweetez, jouez, surfez sur votre télé avec la nouvelle Livebox Play d'Orange. Citroën C4, phare directionnel Xénon et éclairage d'intersection. En ce moment, Citroën C4 HDI Music Touch suréquipé est à partir de 17 990 €. Kenzo, pour un monde plus beau. Marco a un chat. Il a appelé son chat le chat. Parce que Marco aime quand tout est clair, transparent, simple. Alors Marco a choisi ING Direct pour sa banque, parce que c'est clair, transparent, simple. Parce qu'on est aussi du genre à appeler un chat. Pas de jargon bancaire, des tarifs clairs, des produits simples. ING Direct. Améliorons la banque. J'aime aller à la rencontre des bons produits. Découvrir plein de choses. Et quand l'inspiration est là, tac, j'ai toujours de quoi noter. Et en plus, mes idées sont sauvegardées automatiquement sur mon PC. Comme ça, en un éclair. Et voilà. Là, c'est prêt. C'est moi, et c'est mon Windows Phone. Nouveau Windows Phone. Inventez le smartphone qui vous ressemble. Mitonner, assaisonner, asperger, badigeonner, napper, arroser, mélanger, plonger, séduire, servir, frire, rôtir, réussir. Naturellement fermenté depuis plus de 300 ans. Cuisiné avec la sauce soja Kikkoman. Également disponible avec 43% de sel en moins. Ici, chez lesfurets.com, nous pouvons vous fureter l'introuvable. Démonstration. Trouve cette jambe! Si nous pouvons trouver cela, comptez sur nous pour fureter les meilleures assurances auto. Puis comparez, choisissez. Et vous pouvez économiser jusqu'à 40%. Lesfurets.com. Comparez futé. On ne va
va pas se mentir, le débat d'ITélé avec le sourire et sans langue de bois, on l'espère, c'est la 102e édition. Et oui, déjà, avant de vous présenter nos 4 débatteurs, ils sont déjà là. Voici le sommaire. Fixer le cap, tracer la feuille de route pour les mois à venir. C'est l'exercice imposé de la motion de censure. Jean-Marc Ayrault devait convaincre pour rassurer des troupes en plein désarroi. Y est-il parvenu? L'intendant s'est-il muet en chef? Vous répondrez. Il ne s'est pas défilé, il était bien présent lors de la passation de pouvoir. Ému aux larmes, Jérôme Cahuzac a salué la nomination de Bernard Cazeneuve. La seule bonne nouvelle de la journée, dit-il, on ne remplace pas Jérôme Cahuzac, on lui succède modestement, lui a répondu le nouveau ministre du Budget, la cohésion gouvernementale. Pour minimiser les conséquences politiques de ce départ, on en débat dans un instant. Et puis on parlera aussi de ce changement de doctrine concernant nos otages. François Hollande a expliqué aux familles que la France ne verserait plus de rançon, une ligne à laquelle il semble vouloir se tenir. Aujourd'hui, AQMI affirme avoir exécuté un otage enlevé au Mali, même si Paris ne confirme rien. Cette rupture de la France va-t-elle entraîner le pire des chantages? Vous nous direz. Et nos débatteurs, ils sont avec moi. Les voici. Eduardo Riensipel, député socialiste de Seine-et-Marne. Bienvenue à vous. Bonsoir. Philippe Moreau-Chevrolet, communicant MCBG Conseil. Bienvenue à vous. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître et je vous accueille avec plaisir. Merci Géraldine Poirot-Gauvin, secrétaire nationale de l'UMP, conseillère de Paris. Et Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Et ce petit livre dont on parle beaucoup dans la presse et pas seulement, 60 milliards d'économies, oui, mais tous les ans, la véritable réforme de l'État, en tous les cas celle que vous souhaitez. Avant d'en venir à la feuille de route tracée par Jean-Marc Ayrault, j'aimerais bien qu'on s'attarde un instant sur cette polémique qui déborde largement le monde du football. Karim Benzema, il s'est marqué des buts, mais il refuse de chanter la Marseillaise. Il l'a dit à la radio, ce n'est pas parce que je vais la chanter que je vais mettre un triplé derrière. Il a même trouvé quelques supporters parmi les Bleus. Écoutez, Mathieu Valbuena. Ça ne veut pas dire que si on ne chante pas la Marseillaise, qu'on n'aime pas l'équipe de France. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Je pense qu'après, il y en a qui la chantent. C'est chacun fait comme il a envie. On n'est pas obligé de les voir chanter, mais si voilà, ils portent ce maillot et je peux vous assurer qu'ils sont à 100% derrière et 100% déterminés pour l'équipe de France. Eduardo Riensipel, porter le maillot de l'équipe de France, ne pas chanter la Marseillaise, est-ce que c'est incompatible? Est-ce que c'est grave? C'est très simple. Je n'ai pas très bien compris les raisons pour lesquelles Karim Benzema dit ne pas chanter la Marseillaise. L'essentiel, c'est de respecter la Marseillaise lorsqu'on est sur un terrain de foot et qu'on porte le maillot de l'équipe de France. Moi, je suis amateur de football, j'adore ça. Si y a des joueurs qui ne la chantent pas, mais la respectent, l'écoutent, font des signes tout à fait honorables au drapeau, sans aucun problème. Mais si c'est un refus politique, si je mets des guillemets, si vous me permettez, je crois qu'il n'a rien à faire dans l'équipe de France et qu'il faudrait qu'il retourne au Real Madrid. Il faudrait l'exclure de l'équipe de France, c'est ce que demande aujourd'hui Marine Le Pen. Si c'est un... Non, je ne dis pas ça. Je dis que si c'est un refus de dire je ne chante pas la Marseillaise pour telle raison, pour signifier quelque chose de politique, je crois qu'en effet, ça n'a pas sa place dans l'équipe de France. Géraldine. Mais il faut lui laisser le bénéfice du doute, qu'il s'exprime. S'il dit je ne chante pas la Marseillaise parce que je ne sais pas chanter, j'ai pas envie de chanter faux, et je respecte tellement la Marseillaise que j'ai pas envie de chanter faux sur la Marseillaise, dont acte, et puis que la vie continue. Géraldine Poirot-Gauvin, vous applaudissez? Non, je dis que c'est dommage, parce que je pense que Karim Benzema ne se rend pas compte de l'influence qu'il peut avoir sur la jeunesse. Et que je trouve ça dommage qu'il ne chante pas la Marseillaise. Je n'ai pas bien compris, moi non plus, ses motivations. C'est peut-être de la provocation, et c'est dommage. Mais je ne veux pas tomber dans le panneau que nous tend et le piège que nous tend le Front National. Voilà, donc il n'a qu'à s'entraîner à marquer des buts en écoutant la Marseillaise, ça va peut-être mieux l'inspirer, parce que je crois que ces derniers temps, c'était pas génial. Mais voilà,
c'est dommage, mais je ne veux pas animer. Le rôle des hommes et des femmes politiques, c'est de rassembler la jeunesse. Et donc, en ouvrant même ce débat, on risque de créer encore des tensions et je trouve ça vraiment dommage. La Marseillaise, il était au cœur de plusieurs campagnes politiques. 2007 avec Ségolène Royal, 2012 avec Nicolas Sarkozy, on a vu tous les drapeaux français. Est-ce que c'est une faute de la part de Karim Benzema en tant que joueur de l'équipe de France? Alors une faute, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça montre qu'il n'a pas le sens du collectif. Et ça, c'est dommage parce qu'au fond, on a le droit de ne pas aimer la Marseillaise, on a même le droit de ne pas être patriote. Mais on n'a pas le droit, quand on représente une équipe de foot, quand on est le champion d'une équipe, de ne pas porter les couleurs de son équipe, de ne pas adhérer aux rituels de son équipe, qui sont les rituels des supporters. Il y a notamment le port des couleurs, mais il y a la Marseillaise aussi. Et dans ce sens-là, il s'exclut un peu du collectif qu'il est supposé représenter, porter. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui ne montre pas le bon chemin pour les jeunes dont vous parliez. Parce que c'est pas ça qu'une équipe de foot est censée représenter. Elle est censée représenter le sens du collectif, la solidarité, une équipe. Et là, il n'y a pas de solidarité. Et on se rappelle des images. Ça renvoie aux images en Afrique du Sud de ces joueurs qui étaient profondément individualistes, qui gagnaient beaucoup d'argent et qui finalement n'avaient pas ce sens du collectif. C'est ça qui est dommage dans l'attitude de Benzema. Personne pour défendre Benzema, Agnès Verdier-Moulinier? Non, je ne défendrai pas. Simplement, je dirais que ce qui est dommage, c'est que dans les interviews auxquelles il a répondu sur cette question, ils disent pas, ils réitèrent pas son amour de la France et tout simplement d'expliquer que oui, bon, il la chante pas parce qu'il a pas envie de chanter, mais voilà, qu'il y ait une explication un peu rationnelle et qu'ensuite ils défendent cette idée de porter les couleurs de la France. C'était pas très compliqué à dire, ça prend 3 mots, 4 mots. Oui, j'aime ce pays, j'ai envie de porter haut ses couleurs et puis voilà, c'est tout. Ça demande pas grand chose de plus. Édouard Dorian-Sipel. Oui, c'est juste, il faut juste dire ça. Ça peut se respecter. Il n'y a pas une obligation de chanter physiquement la Marseillaise. Il n'a qu'à dire, voilà, je ne la chante pas juste parce que je suis timide. Est-ce que ça ne dit pas il n'y a autre aucune chose, signification ce refus? politique. Est-ce que ça ne dit pas le problème de l'intégration? Je vais vous dire, Myriam, ce que je pense que Karim Benzema, vu la polémique que cette affaire est en train de prendre, eh bien, qu'il s'explique, qu'il dégonfle la bulle s'il y a besoin de dégonfler la bulle. Parce que si, franchement, on ne va pas rester là-dessus 3 heures, non pas dans l'émission, je ne me permettrai pas, mais dans le débat public français. Mais si vraiment, s'il manque de patriotisme, comme vous dites, je crois en effet qu'il n'a pas sa place dans l'équipe de France. Non, mais il manque de sens du collectif. On est supposé aujourd'hui, on a besoin en plus de collectif et de solidarité aujourd'hui. Voir un joueur de foot qui dit le collectif, la solidarité, je m'en fiche. Finalement, je vais prendre un peu mon menu dans ce qui m'intéresse, dans ce que je suis en train de faire. Je vais prendre mon salaire et puis après, je souscrirai aux obligations qui m'intéressent mais pas les autres. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas socialement acceptable. On va passer, si vous le voulez bien, à la politique. À la politique, je suis sûre que vous l'avez regardé, le Premier ministre, et pas seulement Jean-François Copé, également la motion de censure. Alors, il avait dit qu'il surprendrait Jean-Marc Ayrault, en tous les cas. Il le dit, il a un cap. Écoutez-le. Mesdames et messieurs, je sais où je vais. Je sais comment y parvenir et comment faire. Mesdames et messieurs les députés, je sais ce que doit être la France à la fin de ce quinquennat. Évidemment, je vais me tourner vers l'UMP. Géraldine Poirot-Gauvin, il vous a convaincu, Jean-Marc Ayrault, il sait où il va, il a un cap. On l'attendait dans une sorte de retour d'autorité. Est-ce que ça vous a convaincu? Pas vraiment. Et il est bien le seul à savoir où il va, parce que même ses ministres, il n'y a pas vraiment de coordination au sein de ce gouvernement. On voit en plus, avec l'actualité judiciaire, que c'est un gouvernement qui est en grande difficulté, au moment où les Français souffrent tous les jours. Donc moi, je n'ai pas été convaincue. Je pense que des questions essentielles ont été posées par cette motion de censure qui a été portée par Jean-François Copé sur le coût du travail dans ce pays, sur la politique sociale du gouvernement, sur... On va y revenir à Jean-François Copé. Donc, donc il a absolument pas répondu aux questions. Il a fait la provocation en parlant de tipartisme, enfin vraiment de la provocation, alors que le discours de Jean-François Copé avait commencé sur l'idée du rassemblement. Donc voilà, je trouve qu'il n'a pas été... Copé a quand même dit qu'il faut que le gouvernement arrête d'emmerder les Français. C'est quand même sa citation. Édouard Dorian-Sipel, vous étiez dans l'hémicycle cet après-midi, puisque vous êtes député socialiste. Il devait aussi rassurer ses troupes. Vous étiez un petit peu en proie au doute ces derniers jours. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon discours. Et si j'avais à le qualifier, je dirais que c'est le « j'assume » de Jean-Marc Ayrault. Il a fait un discours dans lequel il retraçait la perspective de l'action qui est la nôtre depuis le début de ce quinquennat. Bien sûr qu'il y a des doutes. Il y a des doutes dans la population, il suffit de regarder les sondages, d'aller en circonscription, auprès des parlementaires. avec les gens. Et dès lors que vos propres électeurs ont des doutes, cela déteint de temps en temps chez quelques parlementaires
Mais ce n'est pas mon cas. Moi, je sais où nous allons. Et la perspective qu'a retracée le Premier ministre de notre action... Pas d'annonce en particulier, en tout cas. Ce n'est pas l'objet. Il y avait une motion de censure qui a été déposée par l'opposition, par Jean-François Copé, et ça nous a permis, je crois, de faire l'unité de toute la majorité. Il faut remercier Jean-François Copé qui voulait, je crois, en l'occurrence, réaliser l'unité de son parti derrière lui. Il a permis de réaliser celle de toute la majorité. Agnès Verdier-Mouladier, au moins elle a eu le mérite de ressouder les socialistes qui font bloc derrière leur Premier ministre, cette motion. Moi, ce que je vois derrière cette motion de censure, c'est aussi la question, finalement, que j'appelle de mes voeux qu'on ouvre vraiment dans mon livre. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va vraiment attaquer la question de la baisse des dépenses publiques et quand va-t-on vraiment donner cette feuille de route de combien de milliards d'économies on réalise sur l'État, sur les collectivités locales, sur les dépenses sociales, et comment on fait? Parce que finalement, il y a eu la lettre de cadrage sur les 5 milliards, il y a eu l'annonce dans le PLF 2013, le budget 2013, qu'on allait économiser 10 milliards d'euros par rapport à 2012, et on voit bien que ces 10 milliards d'euros ne sont pas économisés véritablement en 2013. On cherche encore de l'argent pour clôturer le budget. On voit que les recettes fiscales chutent, alors même qu'on nous avait promis... c'est la crise, c'est l'absence de croissance, pardonnez-moi de le répéter. Vous avez bien remarqué, le déficit public, certes, il n'est pas à 3% cette année, il est à 3,7%, et vous avez remarqué que l'année précédente, il était à 4,5%. Donc nous avons baissé les dépenses publiques et la trajectoire, elle va se faire. Laissez-moi finir. D'abord, les baisses de dépenses, elles ne sont pas vraiment au rendez-vous, elles ne sont pas vraiment renseignées. Donc il y a certes un gouvernement qui prend ce sujet-là à cœur, et ça, je ne dirai pas le contraire. Je ne dirai pas le contraire, bien entendu. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les détails sur ces baisses de dépenses, sur la modernisation de l'action publique qui a été lancée par le gouvernement. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a un projet de loi qui va venir sur la décentralisation. Il y a aussi la question de qui fait quoi dans ce pays. Il y a l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale. Tout le monde se marche sur les pieds. C'est pour ça. Et dans une logique finalement qui fait qu'on surdépense 60 milliards d'euros tous les ans en coût de gestion de nos services publics, ce qui n'est pas nécessaire. On pourrait avoir des services publics de même qualité pour beaucoup moins cher. Et donc tout ça, c'est ce qui doit être au cœur de l'action sur l'exercice de Jean-Marc Ayrault dans les mois qu'on est au centre du parce sujet. Que vous dites, on ne sait pas qui fait quoi en termes de répartition des compétences dans les collectivités territoriales. Et je pense que le discours de Jean-Marc Ayrault cet après-midi avait justement un intérêt, c'était donner de la cohérence à l'action que nous menons. Et en l'occurrence, juste un mot, oui, j'ai vu un chef. J'ai vu un chef et je le vois depuis le début. Et puis je vais vous dire, c'est la loi sur la décentralisation qui va venir, qui va précisément dans les prochains mois préciser quelles sont les compétences des uns et des autres. Moi, je crois qu'on fait des choses cohérentes, on lutte contre les déficits, on veut la croissance et on cherche à moderniser l'État. C'est l'action du gouvernement de Jean-Marc Ayrault depuis le début. Il y a deux choses là-dessus. Quelle feuille de route, pour quel échelon, de quoi s'occupent les communes, de quoi s'occupent les régions, de quoi s'occupent les départements. Attendez la loi qui va venir. Le projet de loi c'était un discours de politique générale. Voilà. Oui, mais d'accord, c'était une motion de censure qui s'est transformée en discours de politique générale. Fixer un cap, ça demande d'expliquer aux Français comment, maintenant qu'on a tellement augmenté les impôts qu'on ne peut plus les augmenter. On est d'accord, mais il y a une intervention du chef de l'État à la fin du mois de mars, théoriquement. Oui, mais c'est ce que moi j'attends. C'est ce que moi j'attends du discours de François Hollande. Oui, il y avait beaucoup d'attentes autour de ce discours. À droite, à gauche, particulièrement, on a entendu beaucoup de députés socialistes attendre un cap, un chef qui sache exactement où il va. Comment vous l'avez-vous trouvé, vous ? Est-ce qu'on avait un chef, on avait quelqu'un qui a l'autorité pour se faire obéir, en fait ? Oui, mais Jean-Marc Ayrault n'a jamais eu trop de problèmes à se faire obéir à l'Assemblée nationale. Le problème de Jean-Marc Ayrault, c'est quand il sort de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je vais nuancer ton point de vue. Quand il sort de l'Assemblée nationale, c'est plus dur. Parce qu'au sein de l'Assemblée, il connaît bien, il a été chef du groupe du Parti socialiste, il connaît bien les usages, il sait comment prendre la parole et s'exprimer clairement, ce qu'il a fait. Et ce qui compte maintenant, c'est de s'adresser à la population. Et c'est en ce sens-là que ce discours-là est important peut-être pour rassurer les députés socialistes qui voient leur base électorale dans les sondages s'effriter petit à petit, voire s'effondrer. C'est peut-être important pour remotiver les troupes en interne, mais ça n'a aucun impact à l'extérieur des murs de l'Assemblée. Là-dessus, il faut être très clair. Ça n'a aucun impact. Ça aura éventuellement un impact sur le long terme. Et vous savez, nous sommes sous la Ve République. Je peux partager, je ne veux pas monopoliser la parole, mais dans la Ve République, les Français, c'est vrai, attendent que le président de la République s'exprime. Oui, c'est le président qui fixe. C'est vrai. C'est lui le chef. Mais ça, c'est institutionnel. Ça aurait pu être, par exemple, Jean-Marc Ayrault qui décide de mettre fin aux fonctions de Jérôme Cahuzac, comme le veut l'usage. Non, ils auraient pu. Le chef du gouvernement, ça n'a pas été le cas, c'était François Hollande.
Jérôme Cahuzac qui a proposé sa démission. Géraldine Poirot-Gauvin. Oui, on s'éternise sur les talents oratoires et sur la capacité de Jean-Marc Ayrault à montrer ses talents de leader. Moi, je m'interroge surtout sur le fond et sur, moi, je sur vous ai les parlé politique, moi je vous parle pas de la forme. Non, mais je veux dire, on voudrait savoir si, alors juste s'il y a de l'ordre dans la majorité. On va parler du fond. Je vous propose d'écouter Jean-François Copé. Reprenez le discours. Et on va revenir justement sur le fond. Jean-François Copé, donc, qui défendait cette motion de censure et qui décrit une France qui marche vers l'abîme. Écoutez. Vous semblez avoir la certitude de ceux qui, persuadés d'être dans le vrai puisqu'ils sont dans la doctrine, marchent avec détermination vers l'abîme. Vous avez commis, à nos yeux, une première erreur majeure en rayant d'un trait de plume des avancées décisives pour notre économie. La défiscalisation des heures supplémentaires, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, la fin de la retraite à 60 ans, la création d'une TVA anti-délocalisation, d'un trait de plume. Vous avez ainsi abaissé le pouvoir d'achat des Français. Le c'était mieux avant, c'est pas un peu facile, Géraldine Poirot-Gauvin? Non, c'est pas que c'est ce qui décrit finalement. Surtout que c'était pas mieux avant, donc c'est d'autant plus facile que c'était pas mieux. En tout cas, il y avait des réformes. Attendez, je pourrais juste dire quelque chose quand même. Les réformes structurelles, toutes les réformes structurelles qu'on avait engagées, qui demandaient du courage, la réforme des retraites, des efforts sur toutes les dépenses publiques, la réduction des impôts, toutes ces réformes qui demandaient du courage ont été détricotées. Aujourd'hui, c'est 32 milliards d'impôts en 2012 pour les Français, pour les ménages, 9 Français sur 10 qui souffrent, alors que, selon la campagne, si on avait écouté la campagne de François Hollande, seules les familles aisées et les ménages aisés allaient participer à la solidarité et à la contribution. Donc je ne suis absolument pas convaincue par ce qui a été dit. Aujourd'hui, c'est pas facile de dire c'était mieux avant, non. C'est juste qu'on nous a tellement rabâché les beaux discours de la gauche bien pensante pendant des années qu'on s'attendait vraiment à une révolution, et finalement c'est augmentation des dépenses publiques, augmentation des impôts, et c'est ce qui ne permet pas de dégager des marges de manœuvre et dégager une croissance. Donc, Eduardo Riancipel. Tout ça n'est pas très sérieux. Revenons juste un peu parce que sur la ce que vous dites est sérieux, ce que vous proposez est sérieux. Je pense que si vous écoutez le Premier ministre, c'est très sérieux. Quand on a été 60 000 fonctionnaires de plus quand on a été au pouvoir pendant 10 ans, dans la loi sur la refondation de l'école, je suis désolée, on n'est pas sérieux. Quand on a doublé la dette française pendant les 10 dernières années, ce qu'a fait les gouvernements successifs de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, je crois qu'on a le droit d'avoir une certaine humilité quant aux baisses des dépenses publiques. Juste sur Jean-François Copé. Sur Jean-François Copé, quand même. Moi, je ne sais pas. Il a dit tout à l'heure quelque chose qui me semblait un peu brutal. Il disait bon, est-ce que c'est les services qui ont fait le discours de Jean-Marc Ayrault? Je n'en sais rien, je n'y crois pas du tout, absolument pas. En tout cas, on a l'impression que c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui a écrit celui de Jean-François Copé. Ils sont encore dans le disque rayé de la campagne de 2007. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé le 6 mai 2012. Ils refusent toujours la légitimité du président de la République. Tous les gens sur le terrain. Moi, je suis dans le 15e. Et donc, ce week-end sur les marchés, les gens sont déçus. Les erreurs et les dégâts que vous avez commis dans le pays pendant les 10 dernières années. Juste voilà pour réconcilier tout le monde, je crois que gauche et droite sont assez responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Si on regarde les 30 dernières années, je suis d'accord avec vous. On a un vrai problème de chômage qui est un problème extrêmement grave. On a un problème d'équilibre de nos finances publiques qui est extrêmement grave. Je crois que là, il faut arrêter d'avoir des affrontements politiciens. Il faut regarder la situation de la France telle qu'elle est. Il y a d'un côté ce problème des dépenses publiques et de l'autre le problème de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on ne résoudra pas la crise dans laquelle nous sommes au niveau de la France sans relancer véritablement la création d'entreprises, la création d'emplois marchands. Attendez, et cela, ça passe. Vous faites semblant qu'il n'y a pas de politique qui est menée, qu'il n'y a pas de mesures. Vous avez remarqué qu'il y avait 20 milliards dans le pacte de compétitivité pour relancer la compétitivité française. 20 milliards, personne n'en a touché, zéro pour l'instant. J'ai l'impression que vous parlez c'est un trait de en disant que le Congrès a un peu de mal à parler aux entrepreneurs. Oui, il y a un petit souci. Le seul qui le fait un peu, c'est Arnaud Montebourg qui le fait par un peu. Aujourd'hui, les entrepreneurs n'embauchent plus parce qu'ils ont perdu la confiance. Ils ont perdu la confiance. On les a matraqués d'impôts, mais c'est aussi les plans Fillon 1 et 2, mais c'est aussi la loi de finances rectificative 2012 et c'est le PLF 2013. Donc là, tout le monde est content, tout le monde a augmenté les impôts sur les entreprises dans ce pays. Entre les 2 dernières années, 69 milliards d'euros de plus qui seront payés par les entreprises dans les 3 années qui viennent. C'est beaucoup trop. On va continuer à parler des solutions, important. Mais je voudrais vous faire écouter... il faut maintenant s'atteler au vrai sujet, c'est baisse des dépenses, emploi.
Merci, c'est la politique du gouvernement. Et baisse des impôts. Écoutez quand même un autre son de cloche, enfin pas tout à fait. Autre réaction à ce discours de politique générale qui ne disait pas son nom, celle de Jean-Louis Borloo, le patron des centristes. On aurait pu imaginer qu'il soit un petit peu plus tendre avec le Premier ministre et il ne l'est pas. Écoutez-le. Mais ils sont dans un autre monde. On n'est pas au Flore, on n'est pas au De Mago, là. Ils sont dans un autre monde, vraiment. Et moi, je vous dis que tous les élus, y compris de gauche, sont d'accord. Je voyais leur tête. C'est stupéfiant. Je n'ai jamais vu ça. Un aulnay, je parle que des décisions là. Je ne parle pas du reste, je ne parle pas de l'industrie. Que ces décisions-là, c'est un aulnay sous bois fermé tous les 2 jours. Voilà, saignée sociale, c'est ce qu'il dit. Ils sont devenus fous un peu. C'est logique que Borloo le fasse. On est à la veille d'une série d'élections qui sont des échéances majeures en 2014-2015. L'UDI se rapproche de l'UMP. C'est normal. Copé essaye de gagner le leadership de son camp parce que Jean-François Fillon a lancé sa candidature. Il a raté un peu son lancement de candidature. Copé se lance avec cette motion de censure, se relance dans les médias. On sait que Sarkozy, vous avez des batailles internes assez compliquées. Mais il est logique que l'UDI se rapproche de l'UMP à ce stade, à un an d'élection électorale majeure. Ce sera la même chose avec le Front de gauche d'ici peu. On verra le Front de gauche se rapprocher. Géraldine, j'aimerais bien parler là. Une seconde. Vous êtes toujours les observateurs en train de dire qu'on a toujours le baromètre des élections dans la tête et qu'il n'y a que ça. Et que l'engagement politique, c'est pas seulement. J'espère que vous voulez être élu quand même. Non, mais bien sûr, c'est pas ça le problème. Je veux pas jouer les focus, c'est pas mon style. Et vous êtes déjà élu. Non, oui, je suis déjà élu. Mais voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même de trouver des solutions. Et aujourd'hui, on a le droit de dire, en tant qu'opposition, qu'on n'est absolument pas d'accord sur le cap qui est fixé dans ce pays. Pas d'accord entre vous, Monsieur Fillon n'était pas là, Valérie Pécresse est restée assise, Monsieur Ciotti n'a même pas osé. Il n'y a que vous qui l'avez vu. Je crois pas. Tout le monde a voté la motion de censure. Oui, avec tout pouvoir, va bien etc. à l'UMP. Pour faire on bonne est figure. ensemble. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Mais vous aimeriez ça. Mais je ne suis pas d'accord. J'étais au bureau. Monsieur Fillon, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec la motion de censure. Est-ce que vous reconnaissez que Monsieur Fillon a dit qu'il n'était pas d'accord avec cette motion de censure? Il a bien dit. Pour l'instant, moi j'étais au bureau politique ce matin de l'UMP. Je peux parler? Attendez, vous me posez une question, vous ne me laissez pas parler. François Fillon, si je peux me permettre juste de corriger, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec le moment. François Fillon ne va pas venir soutenir une motion de censure dirigée par Copé, c'est une évidence. C'est des choses qui sont la guerre on est parfaitement d'accord. J'étais au bureau politique UMP ce matin. Personne n'a dit quoi que ce soit contre la motion de censure. Tout le monde s'en est réjoui. C'est un moment important pour nous, pour aussi dire aux Français que nous avons d'autres solutions et que nous avons d'autres propositions pour redresser ce pays. Est-ce que vous vous rendez compte que vous parlez entre vous en fait en faisant ce genre de type de débat à l'Assemblée? Ça ne concerne pas l'opinion. L'opinion est en train de décrocher. On est d'accord que la gauche, quand la droite était au pouvoir, faisait régulièrement des motions de censure. Là, j'ai repris les comptes. C'est un exercice imposé. C'est un exercice régulier. Là, on est dans l'émission, on ne va pas se mentir. Donc, on ne va pas se mentir ce soir. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il fasse de motions de censure. Il est libre. Il y a eu plein de motions de censure qui ont été réalisées par la gauche. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a les bonnes questions dans cette motion de censure? Je pense, j'ai lu le texte de la motion de censure. Je pense qu'il y a des questions qui sont des vraies questions sur les 3%, sur la question du chômage. Est-ce que vous avez entendu les réponses? On va avancer après. Terminer. Donc, il y a des vraies questions dans cette motion de censure. Après, que la droite ait fait ou pas le job précédemment, là, je suis d'accord, il y a des soucis. Les réformes n'ont pas toutes été faites. Cela dit, il est vrai que ce gouvernement, quand il est arrivé au pouvoir, a avant tout, avant de fixer un cap, a voulu détricoter ce qui a été fait précédemment. Oui, et je pense que ce n'est pas la bonne solution. Nous avons fait ce que nous n'est avons pas dit. forcément la bonne solution quand on est dans une situation de crise aussi grave. Je prends juste un exemple. La question des retraites à 60 ans, ce n'était pas obligatoire de creuser un peu plus le déficit des retraites. Pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, il y a un débat qui a été oublié, qui est celui sur l'Europe économique du gouvernement, qui est quand même le débat central que tout le monde cherche à éviter, y compris dans cette motion de censure, qui est le débat européen, qui est le débat que l'opinion aimerait avoir aussi et qui n'est pas mené. Vous serez réinvité, rassurez-vous. On va passer au deuxième thème, si vous le voulez bien. Cette motion de censure, elle intervient dans un contexte particulier. Elle intervient au lendemain de la démission de Jérôme Cahuzac, ex-ministre du Budget. Passation de pouvoir, moment, vous allez voir d'émotion pour Jérôme Cahuzac. Écoutez-le. C'est Bernard Cazeneuve qui prend désormais ses fonctions et permettez-moi de vous dire que dans la journée d'hier, dont je crois je me souviendrai quelque temps, ce fut, de mon point de vue, la seule bonne nouvelle de la journée. La seule bonne nouvelle de la journée pour Jérôme Cahuzac, qui a trouvé le soutien de son successeur Bernard Cazeneuve. Écoutez-le. On ne remplace pas Jérôme Cahuzac.
On lui succède modestement. Il a incarné dans cette maison une grande compétence, une grande maîtrise. C'est difficile dans ces circonstances de succéder à un ami. C'est aussi, dans ces circonstances, une motivation. Voilà, on sent bien que la cohésion gouvernementale, elle est totale. Pour autant, est-ce que cette crise que traverse le gouvernement de François Hollande aujourd'hui, elle ne va pas laisser des traces? Il n'y a plus de crise, puisque Jérôme Cahuzac a donné sa démission et elle a été acceptée par le Premier ministre et le Président de la République. Et donc je dis de manière très claire, cette affaire, qui est aujourd'hui une affaire personnelle de Jérôme Cahuzac, et je souhaite qu'il puisse démontrer son innocence, cette affaire ne concerne plus le gouvernement de la France. Et il y a une différence par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Voilà. Il n'y a même pas de mise en examen à ce stade. Il y a une information judiciaire. Il faut laisser la justice faire son travail, faire prévaloir la présomption d'innocence. Et je salue l'ensemble de la classe politique. Toute la classe politique qui, jusqu'à présent, a été extrêmement respectueuse de ce principe. Donc c'était la bonne décision à prendre et aujourd'hui ça concerne C'est vrai que l'UMP n'en rajoute pas beaucoup, s'étonne des règles. Ni même le Front National, finalement, c'est très étonnant. Ni même le Front National. Marine Le Pen a dit tous pourris ou presque. J'ai entendu Marion Le Pen saluer la décision du ministre. Géraldine Poirot-Gauvin. Oui, il faut souligner l'élégance de la droite, qui est en contraste total avec l'attitude de la gauche quand il y a eu, sous les gouvernements précédents, des situations identiques. Donc voilà, nous, on respecte le principe de la présomption d'innocence et on ne va pas s'attaquer à un homme qui est à terre. Mais est-ce que la République exemplaire prônée par François Hollande pendant la campagne a fait long feu? C'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée. Ce qui est insupportable, c'est les beaux discours de la gauche pendant toute la campagne, sur le moi président, sur les amis finalement du président de la République qui ne sont pas si recommandables que ça. Je pense à quelqu'un que nous connaissons bien tous les deux, le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, qui par exemple a été condamné. Et donc M. Hollande continue à entretenir ce climat. Et je trouve que les beaux discours de la campagne, que l'attitude de la gauche sous la mandature, le mandat de Nicolas Sarkozy est insupportable par rapport à l'attitude, je trouve, assez élégante de la droite, presque trop élégante à mon goût. Voilà. Et c'est élégant et surprenant, on va dire, parce qu'en réalité, c'est le premier gros écueil du gouvernement Hollande. Et ce qui est de très surprenant, enfin moi je pense que ça va laisser des traces, donc je ne suis pas d'accord là-dessus, ça va laisser des traces précisément parce qu'il y a eu l'anaphore, il y a eu la République irréprochable, la République exemplaire, et qu'aujourd'hui on se retrouve à limoger, alors d'une façon un peu déguisée en disant que c'est lui qui a démissionné, le ministre du budget en pleine crise budgétaire européenne, alors qu'on a un problème à Chypre, etc., alors qu'on annonce des arbitrages budgétaires drastiques, et tout ça évidemment est un problème pour le gouvernement, est un problème pour François Hollande et pour son image. Et comme par ailleurs il communique peu et mal, c'est quelque chose qui ici ne communique pas rapidement et avec un message fort un peu à la Churchill pour expliquer ce qui se passe dans le pays et dire quels sont les sacrifices à faire. Du sang et des larmes. Du sang et des larmes, il ne réussira pas son pari. Agnès Verdier-Molinier, nouveau locataire au budget. Alors, un ministère que vous connaissez particulièrement. C'est avec un peu d'inquiétude qu'on voit Jérôme Cahuzac partir, enfin moi personnellement, et puis l'ensemble de l'équipe de la Fondation IFRAP. Pourquoi ? Non pas parce que, loin de moi, l'idée qu'il ne faut pas être irréprochable quand on rentre en politique et quand on s'engage pour son pays. Au contraire, il faut être doublement irréprochable et je crois que ça, c'est valable pour tout le monde. Mais en l'occurrence, Jérôme Cahuzac connaît très bien les arcanes budgétaires, certainement mieux que M. Cazeneuve, même si je ne préjuge pas de ses capacités. On est dans une situation extrêmement rude. Cazeneuve était ministre des Affaires européennes dans le contexte. C'est très important. Non, mais attendez, ça peut rassurer Bruxelles aussi. Je pense que Jérôme Cahuzac savait tenir ses ministres, ses budgets et savait se faire respecter sur les... Une toute petite question, il nous reste une poignée de secondes avant la pub. Tous les ministres en réfèrent au ministre du budget en période budgétaire. Et les arbitrages budgétaires, vous savez mieux que moi que c'est absolument... Quelles conséquences politiques nécessaires et ultra nécessaires dans la situation dans laquelle on est. C'est qu'il était en train de faire les arbitrages. Et ces arbitrages, on était en plein dedans. Il y a les lettres de cadrage. Mais la politique, les lettres de cadrage qui viennent de sortir. Et c'est une vraie question. Est-ce que c'était le moment d'avoir un ministre du budget qui s'en va? Clairement, non. Ce n'était pas le moment. Non, je suis pas d'accord avec vous. Allez, on en parle, que continue d'en parler de ce départ, de ce poids lourd du gouvernement. Ce n'est pas le bon moment, je suis désolée. Une petite page de publicité. Merci, on se retrouve tout de suite après. Les microbes, si on les laisse faire, ils prennent toute la place. Alors
Alors moi, je prends Sanitol. Ça nettoie et ça désinfecte sans javel. Sanitol, ça nitole tout dans la maison. Il y a deux façons de concevoir la finance. Spéculer de plus en plus vite sur les marchés et prendre de plus en plus de risques. Ou alors, aller sur le terrain, comme les gérants de financières de l'Échiquier. Chaque année, ils visitent plus de 1000 entreprises pour mieux investir votre épargne. Voilà comment, depuis 21 ans, notre fonds Agressor gagne en moyenne plus 13% par an. Demandez à votre conseiller financier les fonds Financières de l'Échiquier pour votre assurance vie et votre PEA. Financières de l'Échiquier, des valeurs à partager. Le fonds Agressor est principalement investi en actions et présente un risque de perte en capital. Le calcaire, quel calvaire! Grâce à mon adoucisseur Culligan, fini le calcaire. Maintenant, ma plomberie est impeccable, mes appareils ménagers durent plus longtemps et je fais des économies. Contre le calcaire, je Culligagne. Et jusqu'au 7 avril chez Culligan, 250 € offerts. Le nouveau Ford C-Max EcoBoost est un monospace conçu pour vous. Avec son moteur EcoBoost, élu moteur de l'année 2012, pour ses performances et sa faible consommation, l'innovation est désormais entre vos mains. Ford C-Max, avec moteur EcoBoost à 16 490 € sans aucune condition de reprise. Avec en plus un crédit auto à 0%. Ne choisissez pas entre le prix et le service, prenez les deux. Avec Bouygues Télécom, le forfait 24-24 Eden Relax avec Internet 3G+, est au prix sensationnel de 19,90 € par mois pendant un an au lieu de 24,90 € des deux forfaits dans la famille. Et à ce prix-là, vous profitez de toute la qualité du service client et de la performance du réseau Bouygues Télécom. Alors pourquoi vous en priver? Rendez-vous vite dans l'un des 650 magasins Bouygues Télécom. On ne va pas se mentir, deuxième partie et on continue toujours de parler de la démission de Jérôme Cahuzac. Quelles conséquences politiques? Est-ce que ça va laisser des traces ou pas? Alors qu'il faut le rappeler, Jérôme Cahuzac n'est pas mis en examen et qu'une information judiciaire a été ouverte hier. Mais les accusations portées contre lui sont quand même assez graves. On parle d'un compte en Suisse et on est quand même en pleine rigueur fiscale. Donc avoir un ministre du budget soupçonné d'avoir un compte en Suisse ou d'avoir eu un compte en Suisse en pleine rigueur fiscale, c'est un peu problématique. Et puis le parquet a ajouté des accusations supplémentaires qui sont des accusations de versement sur ce compte occulte par des laboratoires pharmaceutiques. Donc il y a deux charges au lieu d'une, ce qui commençait à faire beaucoup et Hollande a, je pense, assez sagement décidé qu'il était temps de passer à autre chose après près de 3 mois de polémique entre Mediapart et Cahuzac. L'argent, Eduardo Riancipel, c'est extrêmement sensible à gauche. On se souvient comment à la fois Jean-Marc Ayrault, François Hollande avaient tapé sur le président des riches, parlant de Nicolas Sarkozy. Est-ce que là, il n'y a pas un talon d'Achille ? Non, parce que c'est toujours une difficulté pour un gouvernement quand un ministre doit démissionner parce qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte à son encontre. Je constate que jusqu'à présent, l'affaire n'existait que dans la presse et que les soupçons, c'était des soupçons qui n'étaient fondés que sur la presse. Il y a une règle en politique. Pour ce qui nous concerne au Parti socialiste, elle a été appliquée par Lionel Jospin, elle a été appliquée par tous les autres dès lors que nous étions au pouvoir, en tout cas Lionel Jospin et maintenant François Hollande. Dès lors qu'un membre d'un gouvernement de gauche est touché dès le départ par une affaire qui s'ouvre en justice, il a vocation à sortir du gouvernement pour préparer sereinement sa défense. C'était le bon moment, il n'aurait pas dû partir plus tôt, selon vous. Dès lors qu'il y a une affaire dès lors que la justice s'en mêle de manière officielle, et c'est ce qui s'est passé, personne n'a flanché, ni Jérôme Cahuzac, ni le président de la République, et je crois que c'est la grande différence avec le passé, et je peux vous dire que c'est précisément ça, une République exemplaire. Et ce, d'autant plus que les faits pour lesquels il est soupçonné d'avoir mal agi, ce sont des faits qui sont bien antérieurs à son entrée au gouvernement. Oui. Agnès Verdier-Moulinier, est-ce que finalement, cette information judiciaire qui va continuer, on sait qu'il y a deux juges, le juge Van Ruybeck, le juge Leloir, qui vont maintenant diriger cette enquête. Est-ce que finalement, il ne va pas y avoir une sorte de boulet traîné par le gouvernement tant qu'on ne sait pas la vérité sur Jérôme Cahuzac? Non, moi, cette affaire m'intéresse assez peu en réalité. Je suis désolée. Ce qui m'intéresse, c'est les 3%, c'est que la France respecte ses engagements budgétaires auprès de l'Europe. La ligne politique du gouvernement ne change pas, je vous rassure sur le sujet. Il y a changement de ministre. On fasse véritablement les économies budgétaires auxquelles on s'est engagé, auxquelles le président de la République s'est engagé, notamment lors de sa conférence de presse du 13 novembre 2012, où il a bien dit qu'on ne vit pas mieux avec 57% de dépenses publiques dans la richesse nationale qu'avec 52%. C'est le ministre
ministre du budget qui part, c'est pas forcément la politique budgétaire. Si, parce que on voit bien, on voit bien que le ministre Cazeneuve arrive. La confiance des marchés financiers, c'est un sujet. Faisait confiance à Cahuzac. Mais ils feront confiance. Unanimement vous avez reconnu par les vous-même marchés dit tout à l'heure, et je partage votre point de vue. Je crois qu'au-delà, de cette difficulté, parce que quand un ministre doit partir d'un gouvernement, c'est toujours une difficulté. Il ne faut pas se le cacher. Vous avez raison. Mais Monsieur Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, que nous connaissons bien et qui connaît bien l'Europe et qui est bien connu de tous les gouvernements européens, je crois aussi que c'est un atout. Et je crois que dans l'esprit de François Hollande, lorsqu'il a décidé de nommer Bernard Cazeneuve à ce poste, je pense qu'il y avait aussi un message politique très clair. J'espère que vous avez raison, mais quand j'entends un nouveau ministre du budget qui dit il va falloir que je me familiarise avec la matière fiscale, avec la maîtrise des sujets, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Je suis désolée. Je suis désolée. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. On est scruté par les marchés financiers, on est scruté par nos partenaires de l'Union européenne. Le ministre des Affaires européennes n'a pas traité des affaires budgétaires pendant... Sous Hollande, les ministres peuvent dire absolument ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Je n'attends pas d'un ministre du budget en pleine crise budgétaire qui disent je dois me familiariser avec la matière doté d'un humour ultra sympathique. Vous essayez de sous-estimer la gravité de la situation. Je pense que ma voisine a raison. La situation est grave. Le départ. Est-ce que c'est possible de parler sans que vous interrompiez toutes les 3 minutes, s'il vous plaît? Merci. Allez, on vous écoute. Non, mais sérieusement, la situation est grave. C'est une mauvaise nouvelle déjà pour l'image du politique. Parce que même s'il y a la présomption d'innocence, mais alors pourquoi l'UMP n'attaque pas davantage sur Cahuzac? Moi, en tout cas, je suis en train de vous dire quelque chose. Pour l'image du politique, c'est un petit peu dangereux quand même, qu'il n'y ait pas plus de clivage là-dessus, parce que ça suppose que toute la classe politique est unie derrière un homme qui est accusé de cette accusation-là. J'étais en train de dire que pour l'image du politique, c'est grave. Parce qu'il y a un problème de confiance des Français. Au moment où on demande tellement d'efforts, 32 milliards d'impôts en 2012, c'est quand même énorme. Donc aujourd'hui, je pense que vous sous-estimez la situation. Quand vous dites qu'il y a une rupture avec les pratiques d'autrefois, non, on a été exemplaires. Les ministres, quand il y avait des difficultés, ont toujours démissionné. Simplement, l'attitude de la gauche, l'attitude de la gauche, en revanche, a été scandaleuse. Et vous le reconnaissez, l'attitude de la gauche a été scandaleuse. Non, je pense qu'on ne les mettra pas d'accord ce soir. Ça, c'est une certitude. Allez, on va passer à vos coups de gueule ou vos coups de cœur, ce qui vous a énervé, ce qui vous a choqué dans la journée, ou au contraire, ce qui vous a enthousiasmé. On va commencer par vous, Édouard Dorian-Sipel. Un coup de cœur ou un coup de gueule? Comme vous voulez, vous choisissez. Un coup de cœur pour Jean-François Copé, par exemple. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Je fais un petit coup de gueule. Alors, j'ai cru comprendre que c'était le 100e anniversaire de On ne va pas se mentir. Donc, bon anniversaire, On ne va pas se mentir. Donc, mon petit coup de gueule, c'est de ne pas avoir eu pas avoir participé de cette 100e. Et puis, maintenant que l'état de grâce est passé, nous pouvons critiquer aussi On ne va pas se mentir. Voilà. Allez, Philippe Moreau-Chevrelet, très rapidement. Bon anniversaire d'abord. Et puis ensuite, mon coup de gueule, c'est un coup de cœur et un coup de gueule donc pour Jean-Marc Ayrault. Le coup de cœur, c'est qu'il a enfin dit « je sais où je vais ». Le coup de gueule, c'est il serait peut-être temps qu'il le communique aux autres et qu'on sache nous aussi tous où il va, parce que pour l'instant, comme il n'y a pas de communication efficace du gouvernement, c'est une demande, c'est une prière que j'adresse à Jean-Marc Ayrault, ce serait bien qu'il communique efficacement sur où il veut aller, comment et avec qui. Peut mieux faire, voilà. Le Premier ministre. Géraldine Progovin. Un coup de gueule, un amendement qui est passé en catimini sur la loi sur la refondation de l'école, qui remet en cause la présence des enfants handicapés dans les écoles, la scolarisation. Si, c'est très grave, l'amendement 274 sur la refondation de l'école. Allez. Et c'est une régression. Et je pense à toutes les familles. S'il vous plaît, on va écouter maintenant le coup de gueule d'Agnès Verdier-Moulin. Coup de gueule sur la proposition de Gérard Bapt sur la question des allocations familiales. On a un système d'allocations familiales qui n'est pas un système de redistribution des plus aisés vers les plus pauvres, mais qui est un système pour toutes les familles, qui est financé par tous ceux qui travaillent, avec 5,4% de prélèvement sur tous les salaires, sur tous les revenus. Et si on changeait ce système-là, contre les déficits, c'est un sur la famille politique qui est remise en question. Et d'un point de vue de communicant, annoncer ça le jour de l'intronisation du nouveau pape. Le mot de la fin, merci à vous. Vous allez pouvoir continuer à débattre hors plateau. La 102e, dont on va pas se mentir, c'est terminé. Tout de suite, la grande édition, Maya Loquet, Olivier Galzi. Ah non. La cuisine, c'est nous. Et Schmitt. 5 740 € électroménager compris. Schmitt. À part lui,
Qui peut rater la 3008 style suréquipée à partir de 21 960 €, soit 6 700 € d'avantage client pendant les immanquables Peugeot. Cassons, coupons, sillons, démolissons, décollons, perçons, défonçons, arrachons. Castorama invente le système C, comme Castorama. Tout un système de solutions, prix, produits. Alors changeons tout chez nous. Réalisons tous nos projets. Tout est enfin permis. Tout est enfin possible. Castorama, c'est Castoche. Accédez au marché financier où que vous soyez, quand vous le souhaitez. Pour tester gratuitement le numéro 1 français du Forex CDCFD, rendez-vous sur saxobank.fr. Madame Martin. Bonjour, je viens chercher ma voiture. Madame Martin. Ah oui, il faut que je vous parle. Oui? C'est à propos de votre révision constructeur. Je vous ai dit qu'il y en avait pour 120 €. Oui, c'est ça. Asseyez-vous, ça va vous faire un choc. On a tout révisé, tout contrôlé, suivi votre carnet d'entretien. Et Eh ben, ça fait toujours 120 €. Je vous l'ai dit, hein, ça fait un choc. Dans tous les centres Speedy, nous nous engageons sur des prix 100% transparents. Va donc chez Speedy. Speedy. L'info continue en direct sur tous vos écrans grâce aux applications iTélé pour smartphone, tablette, téléconnecté et sur itélé.fr. iTélé, l'information ne vous quitte jamais. On a amélioré plein de choses du quotidien. Mais il y a encore une chose que l'on devait améliorer. La banque. ING Direct, c'est une banque claire, simple et performante. ING Direct. Améliorons la banque. Chevelure clairsemée, manque de densité, il n'y a plus de fatalité. Innovation mondiale de Vichy, Dercos néogénique à la stémoxydine. Molécule brevetée qui favorise le bon fonctionnement des cellules souches. Les bulbes en dormance se réveillent. 1700 nouveaux cheveux en 90 jours. La chevelure clairsemée se redensifie. Nouveau Dercos néogénique, exclusivement par Vichy. Citroën C4, phare directionnel Xénon et éclairage d'intersection. En ce moment, Citroën C4 HDI Music Touch suréquipé est à partir de 17 990 €. Mark! Hey! Jacob! I don't want you. Chaque jour, des hommes et des femmes parcourent des centaines de kilomètres parce qu'ils transportent la vie et tout ce qui lui est indispensable, car cette Prève leur assure la meilleure des protections sociales. Dior Homme Sport. Accédez au marché financier où que vous soyez, quand vous le souhaitez. Pour tester gratuitement le numéro 1 français du Forex CDCFD, rendez-vous sur saxobank.fr. Citroën C4, phare directionnel Xénon et éclairage d'intersection. En ce moment, Citroën C4 HDI Music Touch suréquipé est à partir de 17 990 €.
Ne choisissez pas entre le prix et le service, prenez les deux. Avec Bouygues Télécom, le forfait 24-24 Eden Relax avec Internet 3G+, est au prix sensationnel de 19,90 € par mois pendant 1 an au lieu de 24,90 € dès 2 forfaits dans la famille. Et à ce prix-là, vous profitez de toute la qualité du service client et de la performance du réseau Bouygues Télécom. Alors pourquoi vous en priver? Rendez-vous vite dans l'un des 650 magasins Bouygues Télécom. Vivez la bourse autrement. Désormais, avec Bourse Direct, vos ordres de bourse sont à moins de 1 €. Le meilleur de la bourse en ligne, boursedirect.fr. À part lui, qui peut rater la 308 style suréquipée à partir de 16 450 €, soit 5 700 € d'avantage client pendant les immanquables Peugeot. Pour ne rien rater de l'actualité et voir toutes les images en temps réel, pour vivre les grands événements en direct où que vous soyez, restez connecté à l'information avec iTélé. iTélé est disponible partout, sur smartphone, tablette, téléconnecté et sur itélé.fr. iTélé, l'information ne vous quitte jamais.